Abonnez-vous à Confession interdite. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Je m'appelle Chloé Mercier et j'ai 32 ans. Il y a 5 ans, ma mère m'a appelé 3 jours avant Noël et a prononcé 7 mots qui ont brisé tout ce que je croyais savoir sur la famille. Ne rentre pas à la maison cette année. Victoire ne veut pas d'histoire. Pas d'explication, pas d'excuses, juste une porte claquée sur 27 années passées à essayer de trouver ma place. J'ai passé ce réveillon seul dans un restaurant à Paris, regardant des familles heureuses rire ensemble pendant que je ravalais mes larmes devant un dîner de dinde froid. Je n'avais aucune idée que les inconnus à la table voisine deviendraient la famille dont j'avais toujours rêvé. Je n'avais aucune idée que 5 ans plus tard, ils seraient présentés à mon mariage comme les parents de la mariée, tandis que mes parents biologiques regarderaient la scène sans y être invités, réalisant qu'ils avaient été remplacés de toutes les manières qui comptent. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener à l'appel téléphonique qui a tout changé. Je me souviens exactement d'où je me tenais quand mon téléphone a sonné. Le 21 décembre, 3 jours avant le réveillon. J'étais dans mon minuscule studio à Paris, entouré de sacs à moitié faits et de l'odeur de la bougie à la cannelle que j'avais allumée pour me mettre dans l'esprit des fêtes. J'avais déjà acheté mon billet d'avion pour Lyon. Non remboursable, bien sûr. Le nom de maman s'est affiché sur mon écran. J'ai souri et j'ai décroché. Salut, maman. J'étais justement sur le point de. Chloé. Sa voix était plate, froide. Je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est noué. Ce ton ne présageait jamais rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que papa va bien? Ton père va bien. Une pause. Écoute, j'ai réfléchi. Ne rentre pas à la maison cette année. J'ai ri, en fait. Je pensais qu'elle plaisantait. Qu'est-ce que tu veux dire? Victoire ne veut pas d'histoire. Elle est encore enceinte et elle n'a pas besoin de stress. J'ai serré le téléphone plus fort. D'histoire? Quelles histoires? Je n'ai même pas parlé à Victoire depuis des mois. Exactement. La voix de maman s'est durcie. Et faisons en sorte que ça reste comme ça. Tu sais comment tu es. Comment je suis? Ma voix s'est brisée. Maman, je lui ai littéralement juste demandé l'année dernière pourquoi elle ne m'avait pas invité à sa baby shower. Ce n'est pas une histoire. C'est une question. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tu ramènes toujours tout à toi. Je suis resté là, figé, regardant la neige tomber par la fenêtre. 27 ans, et ma mère me disait que je n'étais pas la bienvenue à Noël parce qu'une fois, j'avais demandé pourquoi j'étais exclu. Maman, j'ai déjà acheté mon billet. Alors fais-toi rembourser. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. Victoire est enceinte. Elle n'a pas besoin de stress. Tu comprends? La ligne a coupé. J'avais parfaitement compris. J'avais toujours été le sacrifice acceptable. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois. Mais alors que j'étais assise au bord de mon lit, fixant mon billet d'avion inutile, les souvenirs ont afflué comme un florilège de déception. Ma fête pour mes 16 ans. Je la planifiais depuis des mois, un petit rassemblement avec mes 3 meilleurs amis. Maman avait promis qu'on aurait du gâteau et qu'on irait au bowling. Mais le matin même, Victoire a appelé en pleurant parce qu'elle avait raté son examen final de maths et avait besoin de soutien émotionnel. Ma fête a été annulée. Nous avons passé la journée à consoler ma sœur à la place. Ne sois pas dramatique, Chloé. Ta sœur a besoin de nous plus que toi en ce moment. Tu pourras fêter ça le week-end prochain. Nous ne l'avons jamais fait. Ensuite, il y a eu ma remise de diplôme universitaire. J'avais travaillé si dur pour ce moment. 4 ans de nuit blanche, de petits boulots et de survie à coups de patte. J'étais la première personne de ma famille à obtenir mon diplôme avec mention. Quand j'ai traversé l'estrade, j'ai cherché mes parents dans la foule. Leur siège était vide. Ils sont arrivés avec 2 heures de retard. Victoire avait un contrôle prénatal de routine qui ne pouvait pas être reporté. Tu comprends, chérie. Le bébé de ta sœur est plus important qu'une cérémonie. Plus important que moi. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est ce qu'elle a toujours voulu dire. J'ai appris tôt que se plaindre ne faisait qu'empirer les choses. Ne sois pas si sensible. Arrête de tout ramener à toi.
Pourquoi ne peux-tu pas juste être heureuse pour ta sœur? Alors, j'ai arrêté de me plaindre. Je suis devenue plus petite, plus silencieuse. Je pensais que si j'étais assez conciliante, assez facile, assez invisible, peut-être qu'alors je mériterais enfin leur amour. J'avais 27 ans, assise dans un appartement froid avec un billet d'avion sans valeur. Et j'ai finalement réalisé la vérité. Il n'y avait aucun degré de petitesse qui serait jamais assez petit. J'ai appelé mon père. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être qu'une petite partie de moi croyait encore qu'il me défendrait. Juste cette fois. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. Et, gamine. Sa voix était prudente. Il savait déjà. Papa, est-ce que maman t'a dit? Une longue pause. Je pouvais entendre la télé en arrière-plan, probablement un match de foot. Elle l'a mentionné. Et tu es d'accord avec ça? Tu ne penses pas que je devrais peut-être être autorisé à Noël avec ma propre famille? Une autre pause. Plus longue cette fois. Tu sais comment est ta mère, Chloé. Elle essaie juste de maintenir la paix en m'excluant. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, papa? Dis-moi. Parce que de là où je suis, on dirait que vous choisissez tous Victoire plutôt que moi, encore une fois. Silence. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque le voir assis dans son fauteuil inclinable, se frottant le front comme il le faisait toujours quand il voulait disparaître d'une conversation. Papa, est-ce que tu veux que je sois là? 5 secondes passèrent. 10, je crois qu'il s'est raclé la gorge. Je pense qu'il vaut mieux que tu écoutes ta mère cette année. Quelque chose en moi s'est tu. Pas de tristesse, pas de colère, juste un vide. D'accord, papa. Chloé, ne sois pas. Comme je l'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Je suis restée assise dans mon appartement alors que le soleil se couchait, regardant les ombres s'étirer sur mon sol. Mon père avait une chance de me choisir, de dire un mot pour ma défense. Et il a choisi le silence à la place. Il était toujours au milieu. J'ai réalisé qu'il choisissait simplement toujours de se tenir de leur côté. Mais alors que l'obscurité s'installait, quelque chose d'autre s'est installé aussi. Une décision silencieuse. Si je n'étais pas la bienvenue à leur table, je ferais mon propre Noël. Le jour du réveillon est arrivé, gris et froid. Je me suis réveillé dans mon studio au son de la famille de mes voisins qui arrivaient. Des pas au-dessus, des enfants qui riaient, la chaleur étouffée de voix que je ne pouvais pas distinguer. L'odeur de quelque chose de délicieux flottait à travers les conduits d'aération. Quelqu'un préparait de la farce. J'ai fait du café instantané et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur la rue vide en contrebas. Mon téléphone est resté silencieux toute la matinée. Pas d'appel, pas de texto, pas même un joyeux Noël de qui que ce soit dans ma famille. Vers midi, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Victoire avait posté une photo. Toute la famille autour de la table à manger, maman, papa, Victoire, son mari Benoît, leur fils de 2 ans dans un minuscule pull de Noël. Tout le monde souriait. La légende disait, si reconnaissante pour ma famille. Ce sont les personnes qui comptent le plus. J'ai zoomé sur la photo, compté les couverts. 4 adultes, un enfant en bas âge, 5 chaises. Il n'y avait même pas un siège vide là où j'aurais dû être. Il ne m'avait pas simplement exclu. Il m'avait effacé comme si je n'avais jamais existé. J'ai fermé l'application, j'ai fixé le plafond. J'ai pensé à commander à manger et à passer la journée au lit. C'est ce que je méritais, non? Un repas triste seul dans mon appartement sombre, à m'apitoyer sur mon sort. C'est ce que la fille dramatique obtient. Mais quelque chose en moi a refusé. Non, je n'allais pas rester assise là et les laisser gagner. Je n'allais pas laisser leur rejet me transformer en exactement ce qu'ils m'accusaient d'être, un gâchis triste, amer et dramatique. J'ai attrapé mon manteau. Si je devais manger le dîner de Noël seul, j'allais le faire quelque part avec de la vraie nourriture, avec de la lumière, avec de la vie. Je devais juste trouver un restaurant encore ouvert. La brasserie Saint-Germain était l'une de ces vieilles institutions de Paris. Bois sombre, luminaire en laiton, le genre d'endroit qui avait encore des serviettes en tissu et des bougies sur chaque table. Plus important encore, c'était l'un des rares restaurants de la ville qui restait ouvert le soir du réveillon. Quand j'ai poussé la porte, la chaleur m'a frappé comme une vague. L'odeur de la dinde rôtie et du pain frais,
le doux tintement des verres, et partout, des familles, des couples avec des grands-parents, des parents avec des enfants, des groupes d'amis qui riaient comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le restaurant bourdonnait du son des gens qui avaient leur place quelque part. L'hôtesse m'a regardé avec une pitié à peine dissimulée. Juste une personne ce soir? Juste une. Elle m'a conduite à une minuscule table pour deux dans le coin, coincée entre la porte de la cuisine et une grande famille qui occupait 3 tables poussées ensemble. J'aurais pu toucher leur chaise si j'avais tendu la main. Votre serveur sera avec vous tout de suite. Je me suis assise, j'ai ouvert le menu, j'ai essayé d'avoir l'air d'avoir choisi cette situation. La famille à côté de moi célébrait fort. Un couple plus âgé en bout de table, probablement à la fin de la soixantaine, un homme d'âge moyen avec sa femme et 2 enfants, et un homme plus jeune d'environ 30 ans, qui n'arrêtait pas de faire rire tout le monde. 3 générations, à l'aise. Ils se passaient les plats sans demander. Ils s'interrompaient de la manière dont seuls les gens qui s'aiment vraiment peuvent le faire. Je les ai observés du coin de l'œil et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. C'est à ça qu'une famille est censée ressembler. Le serveur est arrivé avec une corbeille de pain et un sourire crispé. Le spécial réveillon, s'il vous plaît. J'allais traverser ce dîner. J'allais aller bien. Je n'allais pas bien. Ma dinde est arrivée. Peau dorée, sauce au canneberge, une boule parfaite de purée de pommes de terre. On aurait dit une photo de magazine. Je ne pouvais rien goûter. Je suis resté là à pousser la nourriture dans mon assiette, essayant de ne pas regarder la famille à côté de moi, essayant de ne pas penser à ma propre famille réunie autour de sa table à Lyon, riant et passant la sauce sans une seule pensée pour la fille qu'ils avaient rejetée. Et soudain, j'ai compris quelque chose que j'évitais depuis 27 ans. Ce n'était pas à propos de Noël. Ce n'était pas à propos de la grossesse de Victoire ou du besoin de paix de maman. C'était à propos d'un schéma si profond qu'il avait façonné toute ma vie. J'avais passé 27 ans à essayer de gagner une place à leur table, me pliant en forme de plus en plus petite, ravalant ma blessure, m'excusant d'avoir des sentiments, restant silencieuse quand j'aurais dû parler, prenant la parole seulement pour m'entendre dire que j'en faisais trop. Et qu'est-ce que ça m'avait apporté? Une table dans un coin, un repas seul, une photo Instagram sans chaise vide. Si je continuais comme ça, si je continuais d'essayer d'être assez petite, assez silencieuse, assez conciliante, que me resterait-il? À un moment donné, il n'y aurait plus rien à réduire. Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre, espérant que personne ne remarquerait. J'ai attrapé ma serviette et je l'ai pressée contre mes yeux, essayant d'être invisible, essayant de disparaître comme je le faisais toujours. Chérie. Je me suis figé. Une voix de femme, chaleureuse, inquiète. Est-ce que ça va? J'ai levé les yeux. La femme plus âgée de la famille d'à côté se tenait près de ma table. Cheveux argentés, yeux bienveillants, un visage qui semblait avoir passé une vie entière à écouter vraiment les gens. Elle me regardait comme si je comptais. Je vais bien, ai-je dit automatiquement. Juste des allergies. La femme a haussé un sourcil, sans juger, sachant simplement. Les allergies ne font généralement pas pleurer les gens dans leurs serviettes à Noël. J'ai laissé échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. C'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui fait attention. Elle avait une voix douce, mais il y avait de l'acier en dessous. Le genre de femme qui avait vu des choses. Je suis Éléonore. Chloé. Eh bien, Chloé. Elle a jeté un coup d'œil à sa famille, puis à moi. Personne ne devrait manger seul ce jour-là. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous joindre à nous? J'ai secoué la tête immédiatement. Oh, non. Je ne pourrais pas. Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas. J'invite. Elle a souri. Il y a une différence. J'apprécie vraiment, mais... Mon mari raconte des blagues terribles, a-t-elle continué comme si je n'avais pas parlé, et mon fils Marc n'arrête pas d'essayer de lancer des débats politiques. Autant venir souffrir avec nous. Depuis la grande table, l'homme plus âgé, son mari je supposais, m'a fait signe. Elle n'acceptera pas de refus. Croyez-moi, 43 ans et je n'ai jamais gagné une dispute. Le fils plus jeune, Marc apparemment, a souri. Il n'a pas tort. J'ai regardé ma dinde froide, ma table vide, ma serviette encore humide de larmes. Puis j'ai regardé Éléonore Morel et ses yeux chaleureux et sa famille qui avait en quelque sorte de la place pour une étrangère.
D'accord, me suis-je entendu dire. Si vous êtes sûr. Je ne le suis pas. Je suis certaine. Éléonore a posé sa main sur mon épaule. Venez. On vient d'ouvrir une autre bouteille de vin et il y a beaucoup trop de bûches. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et je l'ai suivi jusqu'à la table, ne sachant pas que ce simple moment, ce petit acte de gentillesse d'une femme que je n'avais jamais rencontrée allait changer toute la trajectoire de ma vie. Ils ont fait de la place pour moi comme si j'avais toujours été là. Quelqu'un a tiré une chaise. Quelqu'un d'autre m'a tendu une assiette. Avant même que je puisse m'asseoir, j'avais un verre de vin à la main et un petit pain chaud dans mon assiette. Je suis Richard, a dit l'homme plus âgé en me serrant fermement la main. Voici ma femme, Éléonore, notre fils Daniel et sa femme Sarah, leurs enfants Emma et Lucas, et notre cadet Marc. Salut. J'ai fait un petit signe maladroit à la table. Je suis Chloé. Merci beaucoup pour. Que fais-tu dans la vie, Chloé, a demandé Daniel en me passant la purée de pommes de terre. Je suis graphiste, en freelance principalement. C'est merveilleux, a dit Sarah. Je peux à peine dessiner un bonhomme allumette. Maman, les bonhommes allumettes c'est facile, a dit Emma. Elle avait l'air d'avoir environ 8 ans. Même moi je peux faire ça. Tout le monde a ri. Pas de quelqu'un. Ensemble. C'était un son tellement étranger. Marc a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Il avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus vieux, avec des cheveux sombres et un sourire facile. Je te préviens, mon père est sur le point de raconter une blague. Ce n'est pas vrai, a protesté Richard. Si, c'est vrai, a dit Éléonore. Richard a souri. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que la dinde a dit à l'ordinateur? Papa, non. Daniel a gémi. Google, Google, Google. Les enfants ont éclaté de rire. Sarah a levé les yeux au ciel. Marc a secoué la tête. Et moi? J'ai ri, pour de vrai. Un vrai rire pour la première fois de la journée. Richard a levé son verre de vin. Un toast aux invités inattendus qui complètent notre table. Tout le monde a levé son verre, y compris moi. J'ai regardé autour de moi ces gens, des étrangers, tous, jusqu'à il y a 15 minutes, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Chaleur, acceptation, appartenance. Je ne savais pas que les familles pouvaient ressembler à ça. Après le plat principal, pendant que les enfants couraient explorer le restaurant et que les hommes débattaient de foot, Éléonore s'est installée sur la chaise à côté de la mienne. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé doucement. « Vraiment ?» J'ai regardé mon assiette. « Mieux ?» C'est vraiment gentil. Merci. De rien. Elle a pris une gorgée de son vin. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quelque chose dans sa franchise m'a donné envie d'être honnête. Je vais bien. Je passe juste un Noël difficile. Voulez-vous me dire pourquoi vous êtes vraiment ici toute seule? J'ai hésité. La vérité semblait trop pathétique pour être dite à voix haute. Ma propre mère m'a dit de ne pas rentrer à la maison. Ma sœur pense que je suis une source de problèmes. Mon père a choisi le silence plutôt que moi. Mais Éléonore attendait, patiente, sans jugement dans ses yeux. Ma mère m'a appelé il y a 3 jours, ai-je finalement dit. Elle m'a dit de ne pas rentrer pour Noël. Ma sœur est enceinte et elle ne voulait pas d'histoire. D'histoire? C'est comme ça qu'ils appellent ça quand je pose des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Éléonore a hoché la tête lentement. Je vois. C'est bon, ai-je ajouté rapidement. Je veux dire, ce n'est pas bon, mais... Ce n'est pas bon. La voix d'Éléonore était douce, mais ferme. Puis-je vous dire quelque chose que j'ai appris en 30 ans en tant qu'avocate en droit de la famille? J'ai cligné des yeux. Vous êtes avocate? Retraitée du droit de la famille. Elle a souri. J'ai vu tous les types de dysfonctionnements familiaux que vous pouvez imaginer. Et j'ai appris que les gens qui vous accusent de causer des drames sont généralement ceux qui les créent. Ils ont juste besoin de quelqu'un à blâmer. Les mots m'ont frappé comme une force physique. Vous n'êtes pas le problème, Chloé. Éléonore a posé sa main sur la mienne. Vous ne l'avez jamais été. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine respirer. C'étaient les mots que j'avais besoin d'entendre toute ma vie. Et, je veux faire une pause ici une seconde.
Si vous regardez ceci et qu'on vous a déjà blâmé pour avoir causé des drames simplement parce que vous avez demandé à être traité équitablement, je vous vois. Je veux savoir, avez-vous déjà été le bouc émissaire dans votre famille? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche de près, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de gens puissent la trouver. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. La soirée s'est terminée lentement, comme le font les bons dîners. La bûche a été servie. Le café a été versé. Les enfants se sont endormis sur les genoux de Sarah, épuisés d'avoir couru en rond dans le restaurant. Quand l'addition est arrivée, j'ai cherché mon portefeuille, mais Richard m'a fait signe de laisser tomber. « S'il vous plaît, a-t-il dit, c'est pour nous. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous le pouvez et vous le ferez. » Il a souri. Considérez cela comme une tradition de Noël. Nous offrons toujours le dîner aux nouveaux amis. Alors que nous rassemblions nos manteaux et nous préparions à partir, Éléonore a pressé quelque chose dans ma main. Une petite carte couleur crème avec un texte noir élégant. J'ai regardé. Éléonore Morel, avocate en droit de la famille, retraitée. En dessous, un numéro de téléphone et une adresse à Neuilly-sur-Seine. Si jamais vous avez besoin de parler, a-t-elle dit, appelez-moi. Je suis sérieuse. Merci. Richard est apparu à côté de nous, enfilant son manteau. Dîner du dimanche toutes les semaines chez nous. Vous êtes la bienvenue n'importe quand. J'ai secoué la tête. C'est si gentil, mais je ne pourrais pas. Elle pourrait, a dit Marc, rejoignant le groupe. Et elle devrait. Maman ne dit jamais des choses qu'elle ne pense pas, crois-moi. Éléonore a serré ma main. La famille, ce n'est pas le sang, Chloé. C'est être présent. Je suis resté là dans le hall du restaurant tenant une carte de visite d'une femme que j'avais rencontrée 3 heures plus tôt, recevant une invitation ouverte d'une famille sur laquelle je n'avais aucun droit. Dehors, la neige tombait plus fort. À travers la fenêtre, je pouvais voir des familles se précipiter vers leur voiture, des enfants portés sur les épaules, des grands-parents serrant des boîtes à emporter contenant les restes de bûches. J'ai regardé en arrière vers les Morel. Richard aidant Éléonore avec son écharpe. Daniel rassemblant les enfants endormis. Marc attendant près de la porte avec un regard plein d'attente. D'accord, ai-je dit. Peut-être que je passerai un de ces jours. Éléonore a souri comme si elle avait su que je dirais oui depuis le début. Je n'avais aucune idée que je venais de rencontrer ma future famille. Je ne suis pas allé au dîner du dimanche la semaine suivante ni celle d'après. Cela semblait trop étrange, trop audacieux, trop comme si je m'imposais dans la famille de quelqu'un d'autre. Mais Éléonore a appelé juste pour prendre des nouvelles, a-t-elle dit, juste pour voir comment j'allais. Début décembre, j'ai finalement accepté l'invitation. Ce premier dimanche, je suis resté sur le porche des Morel à Neuilly pendant 5 bonnes minutes avant de rassembler le courage de frapper. La maison était exactement ce que j'avais imaginé, une belle demeure en pierre de taille avec un porche et des lumières à chaque fenêtre. Elle ressemblait au genre d'endroit où de bonnes choses se produisaient. Éléonore a ouvert la porte avant que je puisse changer d'avis. Te voilà. Elle m'a serré dans ses bras comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. On t'a gardé une place. Ce fut le premier de nombreux dimanches. Au cours des 6 mois suivants, je suis devenu une habituée de la table des Morel. Richard m'a appris à jouer aux échecs, même si je perdais chaque partie. Éléonore m'a montré sa recette secrète de tarte, celle qu'elle jurait n'avoir jamais écrite. Les enfants de Daniel ont commencé à m'appeler tante Chloé sans que personne ne leur dise de le faire. Et Marc et moi sommes devenus amis. De vrais amis, le genre qui s'envoie des pensées aléatoires par texto à 2 heures du matin, se dispute à propos de films et s'assoit l'un à côté de l'autre au dîner sans que personne n'ait à l'organiser. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille biologique une seule fois. Pas un appel, pas un texto, pas même une carte de vœux. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de le remarquer parce que pour la première fois, je ne jouais pas un rôle pour obtenir de l'amour. Je ne me réduisais pas pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. J'étais juste aimé. C'était comme rentrer enfin à la maison. Un après-midi de printemps, environ 8 mois après ce premier Noël, Éléonore et moi étions assises sur son porche arrière. Le jardin commençait juste à fleurir. Des tulipes poussaient à travers le sol, des oiseaux se battaient pour la mangeoire. Richard était à l'intérieur en train de regarder un match avec Marc. On pouvait les entendre crier après la télé.
As-tu eu des nouvelles de tes parents, a demandé Éléonore. J'ai regardé un rouge-gorge atterrir sur la clôture. Non, et je ne les ai pas contactés non plus. Elle a hoché la tête, sans jugement dans ses yeux. Est-ce que tu le veux? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Parfois, ai-je admis, au milieu de la nuit surtout, je pense à appeler ma mère et essayer d'expliquer. Mais ensuite je me souviens qu'il n'y a rien à expliquer. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle ne pense simplement pas que c'était mal. C'est une chose difficile à accepter. Ça l'est. J'ai resserré mon gilet. Je continue d'attendre de me sentir coupable. Tout le monde dit qu'on devrait pardonner à sa famille quoi qu'il arrive. Le sang est plus épais que l'eau et tout ça. Tu sais, je n'ai jamais cru à ça. Éléonore a pris une gorgée de son thé. Dans ma carrière, j'ai aidé beaucoup de gens à trouver une reconnaissance légale pour les familles qu'ils ont construites, pas celles dans lesquelles ils sont nés. Je me suis tourné pour la regarder. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a souri, douce et complice. Juste que la loi reconnaît ce que le cœur sait déjà. Que la famille peut être créée, pas seulement héritée. Il existe des moyens de rendre ces liens officiels si une personne le souhaite. Je n'ai pas tout à fait compris à quoi elle faisait allusion. Pas encore. Quelque chose à quoi réfléchir, a dit Éléonore. Quand tu seras prête. Elle a tapoté ma main et a changé de sujet pour parler de ses plants de tomates. Mais ces mots sont restés avec moi. Ils allaient prendre racine lentement et fleurir exactement au bon moment. C'est arrivé si naturellement que je ne l'ai presque pas remarqué. 2 ans après ce premier Noël, Marc et moi n'étions plus seulement des amis. Nous étions quelque chose de plus, quelque chose qui avait grandi si progressivement que lorsque nous l'avons finalement reconnu, cela ressemblait moins à un commencement qu'à la reconnaissance de ce qui avait toujours été là. Il m'a invité à dîner à la brasserie Saint-Germain, le même restaurant où nous nous étions rencontrés. Ça fait un peu boucle bouclée, ai-je dit en me glissant dans la banquette. C'est le but. Marc était nerveux. Je pouvais le voir à la façon dont il ajustait sans cesse sa serviette. Je voulais te ramener là où tout a commencé. Où quoi a commencé? Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Chloé, j'essaie de trouver comment dire ça depuis des mois. Il a pris une respiration. Je veux passer le reste de ma vie à te choisir chaque jour. Mon cœur s'est arrêté. Marc. Je sais que ta famille t'a blessé. Je sais que tu as peur que les gens qui sont censés t'aimer te laissent tomber. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Mais je ne vais nulle part. Je ne l'ai jamais fait. Il a sorti une petite boîte en velours. Chloé Mercier. Veux-tu m'épouser? Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. J'ai regardé cet homme qui avait été mon ami d'abord, mon confident ensuite, mon roc à travers 2 années de guérison, et j'ai vu mon avenir. Oui, ai-je chuchoté. Oui. Il a glissé la bague à mon doigt. Le restaurant a éclaté en applaudissements. J'avais été tellement concentré sur Marc que je n'avais même pas remarqué les autres dîneurs qui regardaient. Et puis je les ai vus dans la banquette du coin. Richard et Éléonore, champagne déjà versé, nous souriant comme s'ils avaient su depuis le début. Maman n'a pas pu résister, Harry Marc. J'allais officiellement devenir une Morel. La planification du mariage a commencé immédiatement. Option de lieu, traiteur, dégustation, consultation de fleurs. C'était écrasant et excitant et tout ce dont je ne m'étais jamais permis de rêver. Mais une question m'empêchait de dormir la nuit. Les invitations de mariage auraient besoin d'une ligne pour les parents de la mariée. Et je n'avais aucune idée de quoi écrire là. Robert et Martine Mercier. Ils ne m'avaient pas parlé depuis plus de 2 ans. N'avaient pas appelé pour mon anniversaire. N'avaient reconnu mon existence d'aucune façon. Je ne pouvais pas mettre leur nom sur mon invitation de mariage. Ils n'avaient pas mérité cet honneur. Je faisais les 100 pas dans le salon des Morel un soir quand Éléonore m'a trouvé. Qu'est-ce qui te tracasse, chérie? Je lui ai parlé de l'invitation, de la ligne impossible que je ne savais pas comment remplir. Éléonore s'est assise et a tapoté le coussin à côté d'elle. Il y a quelque chose que je t'ai mentionné une fois à propos de la reconnaissance légale pour la famille choisie. Tu te souviens? J'ai hoché la tête lentement. Vous avez dit que la loi reconnaît la famille qui est créée, pas seulement héritée. L'adoption d'adultes, a dit Éléonore doucement. C'est un processus juridique où un adulte consentant est formellement adopté par une autre famille.
Cela crée une relation légale parent-enfant, un nouvel acte de naissance, un nouveau statut légal de plus proche parent, tout. Mon cœur battait la chamade. C'est une vraie chose? Très réelle. J'ai aidé beaucoup de gens à travers ce processus. J'ai regardé cette femme qui m'avait attiré dans sa famille lors de la nuit la plus solitaire de ma vie, qui m'avait nourri lors des dîners du dimanche et m'avait appris les pâtes à tarte et m'avait montré ce qu'une mère pouvait être. Éléonore. Ma voix s'est brisée. Est-ce que toi et Richard envisageriez? Elle m'a attiré dans ses bras avant que je puisse finir la phrase. Nous te considérons comme notre fille depuis le premier Noël, a-t-elle chuchoté. Nous attendions juste que tu sois prête. Le processus d'adoption a pris plusieurs mois, paperasse, comparution au tribunal, dépôts légaux. Mais avec Éléonore me guidant à chaque étape, cela ressemblait moins à de la bureaucratie qu'à une cérémonie. Quand le juge a signé l'ordonnance finale, je suis devenu légalement Chloé Morel. J'avais un nouvel acte de naissance, de nouveaux parents légaux, une nouvelle famille sur papier et dans mon cœur. Le mariage était fixé pour le mois de juin suivant. Nous avons envoyé les invitations avec la ligne sur laquelle j'avais agonisé maintenant fièrement imprimée, parents de la mariée, Richard et Éléonore Morel. J'aurais dû savoir que la famille Mercier finirait par la prendre. 3 mois avant le mariage, mon téléphone a vibré avec un texto de Victoire. Le premier message d'elle depuis près de 3 ans. Savais-tu que Chloé se marie? J'ai fixé l'écran. Puis j'ai bloqué le numéro. Une semaine plus tard, ma mère a appelé 5 fois en une journée. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Finalement, un texto. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Nous sommes ta famille. Rappelle-moi immédiatement. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. 3 ans de silence. 3 ans à prétendre que je n'existais pas. Et maintenant, soudainement, ils se souvenaient qu'ils avaient une autre fille. Je n'étais pas en colère. J'avais dépassé la colère il y a longtemps. J'étais juste fatigué. Marc m'a trouvé fixant mon téléphone ce soir-là. Tout va bien? Ma famille biologique a découvert pour le mariage. Ah. Il s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. J'ai rangé le téléphone. Je ne leur dois rien. Pas une explication, pas une invitation, rien. Il a hoché la tête et m'a serré contre lui. Quoi que tu décides, je te soutiens. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas fini. Les Mercier n'étaient pas le genre de famille qui acceptait d'être ignorée. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Elle s'est présentée à mon appartement un mardi après-midi. Je travaillais à domicile, révisant des épreuves de design à ma table de cuisine quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert sans vérifier le Judas, une erreur que je ne referai plus. Chloé. Ma mère se tenait dans mon couloir. Elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs, plus grise, plus fatiguée, mais ses yeux avaient la même expression déçue que j'avais passé mon enfance à essayer d'effacer. Maman. Le mot semblait étranger dans ma bouche. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement sans y être invitée. Qu'est-ce que tu fais? Te marier sans le dire à ta propre mère? Nous ne nous sommes pas parlé depuis 3 ans. Et à qui la faute? J'ai fermé la porte lentement, compté jusqu'à 5. La tienne? C'était ta faute. Tu m'as dit de ne pas rentrer à la maison. Ne pas. C'était un Noël. Tu ne peux pas être encore fâché à propos de ça. Je ne suis pas fâché. J'ai gardé ma voix calme. Je suis passé à autre chose. Les yeux de Martine ont balayé mon salon, atterrissant sur les photos sur mon étagère. Moi et Marc à la plage. Moi et Éléonore faisant de la tarte. Toute la famille Morel à Noël. Moi juste au centre. Qui sont ces gens? Ma famille. Son visage s'est tordu. Je suis ta famille. Tu l'étais. J'ai soutenu son regard calmement. Tu as choisi de ne pas l'être. Souviens-toi, Victoire ne voulait pas d'histoire. C'était il y a des années. Et pendant ces années, tu n'as jamais appelé une seule fois, jamais vérifié si j'étais vivante, jamais reconnu mon existence. Je me sentais étrangement calme. Alors, non, maman. Tu ne peux pas te pointer maintenant et agir comme si tu avais un droit sur moi. Je veux une invitation au mariage. Non. Sa mâchoire est tombée.
Pardon? Tu m'as entendu. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Tu ne peux pas m'effacer et ensuite exiger une place à ma table. Le jour du mariage s'est levé doré et parfait. Juin dans les vignobles de Bordeaux, un domaine avec des collines ondoyantes et des rangées infinies de vignes de Saint-Émilion. Nous avions choisi une cérémonie en plein air avec une réception dans une belle grange en pierre, tout décoré de roses blanches et de verdure. Dans la suite nuptiale, je me tenais devant un miroir en pied pendant qu'Éléonore ajustait mon voile. « Tu es magnifique », a-t-elle dit doucement. « Absolument magnifique. » J'ai regardé mon reflet. La femme qui me regardait était plus calme, plus forte que la fille qui s'était assise seule dans un restaurant il y a 5 ans. Cette fille ne croyait pas qu'elle méritait d'être aimée. Cette femme savait mieux. Sur la coiffeuse à côté de moi se trouvait une copie du programme de mariage. Je l'ai ramassée, lisant la ligne que je n'avais jamais pensé être capable d'écrire. Parents de la mariée, Richard et Éléonore Morel. En dessous en plus petit texte, la famille qui l'a choisie. Éléonore m'a remarqué en train de regarder. Es-tu nerveuse à l'idée d'épouser Marc? Non. J'ai posé le programme. À propos de ce qui pourrait arriver. Un peu. J'avais engagé la sécurité pour le mariage. Une précaution silencieuse. Après la visite de maman à mon appartement, je savais qu'il y avait une chance qu'elle tente quelque chose. Éléonore a mis ses mains sur mes épaules. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as une famille qui t'a choisi. Nous te choisirons toujours. N'oublie jamais ça. Je l'ai serré fort. Je t'aime, maman. C'était la première fois que je l'appelais comme ça. Le mot est sorti naturellement, comme s'il avait toujours attendu. Les yeux d'Éléonore brillaient. Je t'aime aussi, chérie. Ma fille. Par la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver. Marc était déjà à l'hôtel, l'air nerveux et beau dans son costume gris. C'était l'heure. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prête. La cérémonie était tout ce dont j'avais rêvé. Marc attendant au bout de l'allée. Richard marchant avec moi vers lui, stable et fier. Les vœux que nous avions écrits nous-mêmes, des mots qui ont fait pleurer la moitié des invités et l'autre moitié prétendre qu'ils ne pleuraient pas. Quand Marc a glissé la bague à mon doigt et que l'officiant nous a prononcé mari et femme, j'ai senti quelque chose se mettre en place, comme la dernière pièce d'un puzzle que j'essayais de résoudre toute ma vie. La réception battait son plein quand l'agent de sécurité m'a trouvé. Madame Morel. Il est apparu à mon coude, discret et professionnel. Il y a 2 personnes à l'entrée. Ils prétendent être vos parents. Je m'y attendais. Une partie de moi avait attendu ça toute la journée. Marc est apparu à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents biologiques sont là. Son expression s'est durcie. Je vais gérer ça. Non. J'ai pris sa main. C'est mon moment. Je vais gérer ça. J'ai envisagé mes options. J'aurais pu les faire expulser. J'aurais pu faire semblant qu'ils n'étaient pas là. J'aurais pu éviter la confrontation entièrement. Mais quelque chose en moi a dit, non. Laisse-les voir. Laisse-les voir ce qu'ils ont perdu. Laisse-les voir la famille qui a pris le relais quand ils se sont désistés. Laisse-les voir la vie que j'ai construite sans eux. Laissez-les entrer, ai-je dit à l'agent de sécurité. Mais ne les asseyez pas avec la famille. Mettez-les au fond. Tu es sûr, a demandé Marc. Je suis sûr. Le garde a hoché la tête et a disparu. Quelques minutes plus tard, je les ai vus. Martine et Robert Mercier se tenant incertains au bord de la réception, regardant autour d'eux les plus de 100 personnes qui célébraient le mariage de leur fille. Leur fille, à qui ils n'avaient pas parlé depuis 3 ans. Le maître de cérémonie était sur le point de faire son annonce. Timing parfait. Ok, c'est le moment. Avant la grande révélation, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à ma place, auriez-vous laissé vos parents biologiques entrer à votre mariage? Tapez oui ou non dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Et si vous mourrez d'envie de voir ce qui se passe ensuite, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Maintenant, laissez-moi vous raconter le moment où tout a changé. Le maître de cérémonie s'est approché du micro. La musique s'est adoucie. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La salle s'est tue. Les invités se sont tournés vers l'avant. Les coupes de champagne se sont arrêtées à mi-chemin des lèvres.
Avant de continuer la fête, j'aimerais présenter des personnes très spéciales. J'ai observé mes parents biologiques de l'autre côté de la salle. Martine tendait le cou pour essayer de voir. Robert se tenait derrière elle, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir les parents de la mariée. Martine s'est redressée. Je pouvais la voir se préparer à accuser réception de la présentation, à accepter la reconnaissance qu'elle croyait être légitimement la sienne. Richard et Éléonore Morel. La salle a éclaté en applaudissements. Richard et Éléonore se sont levés de la table d'honneur, rayonnant, saluant les invités. Les gens ont applaudi. Quelqu'un a sifflé. Le photographe a pris des photos. Et de l'autre côté de la salle, le visage de ma mère est devenu blanc. J'ai vu ça arriver au ralenti. La confusion, l'incrédulité. Le moment où elle a réalisé ce que ces mots signifiaient, Richard et Éléonore Morel, la famille qui a choisi Chloé et que Chloé a choisi en retour. Martine a attrapé le bras de Robert. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Robert avait l'air stupéfait, sans voix. Autour d'eux, les invités applaudissaient et souriaient, complètement inconscients que le couple plus âgé au fond avait un quelconque lien avec la mariée. Pour tout le monde à ce mariage, Richard et Éléonore Morel étaient simplement ce qu'ils semblaient être, mes parents. La bouche de Martine s'est ouverte et fermée. Aucun son n'est sorti. Elle a regardé le couple heureux acceptant les félicitations, puis moi debout avec mon mari, et la vérité s'est enfin abattue sur elle comme une vague froide. Elle avait été remplacée. Complètement, officiellement, légalement, et tout le monde dans cette pièce le savait sauf elle. Martine a fendu la foule avant que je puisse l'arrêter. Elle m'a rejointe juste au moment où les applaudissements s'éteignaient. Son visage était rouge, ses yeux sauvages. Robert traînait derrière elle, ayant l'air de vouloir disparaître. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Martine était un murmure dur. Qui sont ces gens? J'ai gardé ma voix calme, stable. Mes parents légaux. J'ai été adopté il y a 2 ans. Tu quoi? Elle a littéralement reculé d'un pas. Tu ne peux pas juste nous remplacer. Je ne vous ai pas remplacé. Je l'ai regardé calmement. Vous m'avez abandonné en premier. Nous ne t'avons jamais abandonné. Tu m'as dit de ne pas rentrer à la maison. Vous avez choisi Victoire. Chaque fois pendant 27 ans. Les invités les plus proches de nous avaient remarqué la confrontation. Les conversations mouraient. Les têtes se tournaient. Ce n'est pas juste, a commencé Martine. Juste. J'ai senti Marc bouger à mes côtés. Une présence solide et rassurante. Tu veux parler de justice? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité était assez forte à elle seule. J'ai passé 27 ans à essayer de gagner une place dans votre famille. Tu sais ce que j'ai eu? Une photo Instagram sans chaise vide. Un dîner de Noël seul. 3 ans de silence. Je suis toujours ta mère. La voix de Martine s'est brisée. Pas légalement. J'ai levé ma main gauche, les 2 bagues scintillant sous les lumières de la réception. Pas émotionnellement. Plus maintenant. Autour de nous, la salle était devenue silencieuse. Une centaine de pères Dieu nous regardaient. Martine a regardé autour d'elle, soudainement consciente du public. Ses joues brûlaient de rouge. C'est humiliant, a-t-elle sifflé. Alors partez. Ma voix était douce. Finale. Vous vous êtes pointé sans invitation à mon mariage. Vous n'avez pas le droit d'être la victime ici. Elle m'a fixé comme si elle voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. La fille qui ne ripostait jamais avait enfin arrêté de se faire petite. Et puis, pour la première fois de ma vie entière, mon père a pris la parole. Chloé. Sa voix était rauque, brisée. Je suis désolé. Je me suis tourné pour le regarder. Le regarder vraiment. Robert Mercier avait vieilli de plus que ce que 5 ans devraient compter. Ses cheveux étaient plus gris, ses épaules affaissées, mais ses yeux. Ses yeux étaient humides de larmes. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, pas une seule fois en 27 ans. Je suis désolé, a-t-il répété. J'aurais dû faire mieux. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine. Pas une guérison, juste la reconnaissance d'une vieille blessure. Je sais, papa. J'ai été un lâche, sa voix tremblait.
Je l'ai toujours été. Je savais comment ta mère te traitait, comment Victoire te traitait, et j'ai juste. Je suis resté là. J'ai laissé faire. Martine a attrapé son bras. Robert, qu'est-ce que tu... Il l'a repoussé, gardant ses yeux sur moi. Tu étais ma fille. Tu étais ma petite fille, et je les ai laissés te faire sentir que tu ne comptais pas. Une larme a roulé sur sa joue. Je suis tellement désolé. Les mots que j'avais attendus 3 décennies pour entendre, et ils arrivaient trop tard. Je sais que tu es désolé, papa. Ma voix était douce mais ferme. Mais désolé n'efface pas les années où tu es resté là à regarder. Désolé ne me rend pas mon enfance. Désolé ne rend pas ça acceptable. Je sais. Il a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je sais que non. Éléonore est apparue à mon épaule. Elle n'a rien dit, a juste posé sa main sur mon bras, un rappel silencieux que je n'étais pas seul. Martine a fixé Éléonore avec une hostilité à peine dissimulée. Toi, a-t-elle craché, c'est toi qui as volé ma fille. L'expression d'Éléonore n'a pas changé. Je n'ai rien volé, Madame Mercier. Alors comment appelez-vous ça? Richard Morel s'est avancé, se positionnant à côté de sa femme. Richard Morel n'était pas un homme de confrontation. Au cours des années où je l'avais connu, je ne l'avais jamais entendu élever la voix une seule fois. Mais quand il a parlé maintenant, il y avait un acier dans son ton qui a réduit tout le monde au silence. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. La mâchoire de Martine est tombée. Qui êtes-vous pour nous dire? Je suis son père. La voix de Richard a porté à travers la réception silencieuse. Légalement et de toutes les manières qui comptent. Vous avez volé notre fille. Richard a secoué la tête, calme, certain. Non, madame. Nous n'avons rien volé. Vous l'avez donné. Nous avons juste ramassé ce que vous avez jeté. Martine a tressailli comme si elle avait été giflée. Il y a 5 ans, a continué Richard, cette jeune femme était assise seule dans un restaurant à Noël parce que sa propre famille lui avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Ma femme l'a invitée à notre table. Nous l'avons nourrie. Nous lui avons parlé. Nous l'avons traité comme un être humain. Il s'est approché de Martine, sa voix baissant. Savez-vous ce qu'elle nous a dit ce soir-là? Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu l'impression de compter pour quelqu'un. 27 ans. Et elle ne se souvenait pas d'avoir jamais été désirée par sa propre famille. Martine a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Nous n'avons pas volé votre fille. Nous lui avons juste montré à quoi une famille est censée ressembler. Le reste était son choix. Il s'est tourné pour faire face à la foule rassemblée. Maintenant, c'est le jour du mariage de ma fille, le plus beau jour de sa vie, et je ne laisserai personne. Personne. Le gâcher. Il a fait signe aux agents de sécurité qui se tenaient discrètement à proximité. Veuillez escorter ces personnes dehors. Alors que les gardes approchaient, Richard a mis son bras autour de moi. Chloé est une Morel maintenant, a-t-il dit doucement. Et les Morel protègent les leurs. Voilà à quoi ressemble un père. Avant que les agents de sécurité ne puissent les emmener, j'ai levé la main. Attendez. Tout le monde s'est figé. Martine m'a regardé avec quelque chose comme de l'espoir dans les yeux. Peut-être qu'elle pensait que j'avais des doutes. Peut-être qu'elle pensait que je céderais. J'ai marché vers mes parents biologiques, je me suis arrêté à une longueur de bras. Maman, papa. Les mots semblaient encore étranges dans ma bouche lorsqu'ils étaient dirigés vers eux. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Le menton de Martine s'est levé. Quoi? Je ne vous déteste pas. Quoi qu'elle se soit attendue à ce que je dise, ce n'était pas ça. Je ne vous déteste pas, ai-je répété. J'ai fait la paix avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas des méchants. Vous êtes juste des gens qui ne pouvaient pas m'aimer de la façon dont j'avais besoin d'être aimé. Des gens qui ont choisi le confort plutôt que l'équité. Des gens qui ont laissé une fille devenir invisible pour que l'autre puisse briller. Robert pleurait encore. Le visage de Martine était un masque. Mais j'ai aussi fait la paix avec qui je suis. Je me suis tenue plus droite. Et qui je suis, c'est quelqu'un qui mérite d'être choisi. Pas comme une roue de secours, pas comme une réflexion après coup. Choisi en premier. Je les ai regardés tous les deux. Les parents que j'avais passé mon enfance à essayer de satisfaire.
La famille pour laquelle je m'étais réduite pour m'intégrer. Vous ne m'avez pas choisi. Si. J'ai fait un geste vers les Morel. Et je l'ai choisi. La salle était silencieuse. 100 invités regardaient ce moment et aucun d'eux ne bougeait. Martine a ouvert la bouche pour parler. Je ne l'ai pas laissé faire. Je ne vous efface pas de mon histoire. Je ne vous donne simplement plus de siège à ma table. Et ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la conséquence naturelle de vos choix. J'ai fait un signe de tête à la sécurité. Au revoir, maman. Papa. Alors qu'ils étaient escortés dehors, les invités du mariage ont commencé à applaudir. Pas pour le drame, pour moi. Le reste du mariage était tout ce que j'avais espéré. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons coupé le gâteau pendant que tout le monde acclamait. Marc m'a fait tourner sur la piste de danse jusqu'à ce que je sois étourdi de joie. Pendant ces quelques heures, je me suis permis d'oublier la confrontation et d'être juste heureuse. Mais le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser. Des textos de cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des messages de tantes et d'oncles que je connaissais à peine. La famille Mercier élargie avait entendu parler de ce qui s'était passé au mariage, et ils avaient des opinions. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? La famille c'est la famille quoi qu'il arrive. Tu as brisé le cœur de ton père. Je les ai supprimés sans répondre. Mais ensuite est venu un texto de quelqu'un d'inattendu. Ma tante Patricia, la jeune sœur de mon père. Chloé, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je veux que tu saches. Je suis fier de toi. J'ai fixé l'écran. J'ai toujours su que Martine et Victoire te traitaient mal. J'ai essayé de dire quelque chose une fois et ta mère a arrêté de me parler pendant 1 an, mais tu méritais mieux. Tu as toujours mérité mieux. Mes yeux me brûlaient. J'ai répondu, merci. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Sur Facebook, Martine a posté un long statut dramatique sur les enfants ingrats et les familles modernes qui ne comprennent pas la loyauté. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai bloqué tous les numéros de téléphone et les comptes de réseaux sociaux liés à la famille Mercier. Pas par colère, par paix. Marc m'a trouvé sur le balcon de notre suite lune de miel. Ça va? J'ai regardé le vignoble s'étalant doré au coucher du soleil. Ouais. Je me suis appuyé contre lui. Vraiment. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids de gens qui ne voulaient pas me porter. J'étais enfin libre. 2 semaines après le mariage, une lettre manuscrite est arrivée à notre nouvelle adresse. L'adresse de retour disait Victoire Mercier Collins. L'écriture de ma sœur, bouclée, parfaite, exactement comme dans mes souvenirs des cartes d'anniversaire qui ressemblaient toujours plus à des obligations qu'à de l'affection. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a fait m'asseoir à la table de la cuisine et la lire. Chère Chloé, je ne sais pas si tu liras ceci. Honnêtement, je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas, mais je devais essayer. Maman m'a raconté ce qui s'est passé à ton mariage. Elle est dévastée. Papa n'est plus le même depuis qu'il est rentré. Je pense que te voir à quel point tu es heureuse sans nous, a brisé quelque chose en lui. Je sais que nous n'avons pas toujours eu la meilleure relation, mais tu dois comprendre, maman et papa essayaient juste de maintenir la paix. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes exclu. Tu rendais toujours tout si difficile, posant toujours des questions et ramenant de vieilles blessures. C'était épuisant. J'espère qu'un jour tu comprendras que la famille c'est compliqué. Peut-être que quand tu auras tes propres enfants, tu verras pourquoi maman a fait les choix qu'elle a fait. Je ne demande pas d'excuses. Je voulais juste que tu saches que nous t'aimons toujours, même si tu as décidé que nous ne sommes plus assez bien pour toi. Ta sœur, Victoire. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans un tiroir. Marc est rentré à la maison pour me trouver à la table de la cuisine. C'est quoi ça? Une lettre de Victoire? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de nouveau. Je me suis levé et j'ai commencé à préparer le dîner. Elle ne comprend toujours pas. Elle ne comprendra jamais. Est-ce que ça te dérange? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit finalement. Ce n'est pas mon travail de lui faire comprendre. Ça ne l'a jamais été. 1 an après le mariage, la vie s'était installée dans quelque chose de beau. Marc et moi avons acheté une maison dans la banlieue de Paris.
Une petite maison traditionnelle avec un grand jardin à seulement 20 minutes de chez Richard et Éléonore. Assez près pour les dîners du dimanche. Assez loin pour l'intimité. Je n'étais plus freelance. Une agence de design m'avait embauché comme directrice artistique, un travail que j'aimais tellement qu'il ne ressemblait à peine à du travail. Marc s'épanouissait dans son cabinet d'architecture. Nous construisions une vie ensemble, littéralement et figurativement, et j'étais enceinte. Éléonore a pleuré quand on le lui a dit. Richard a essayé de ne pas pleurer et a échoué. Les enfants de Daniel se disputaient déjà pour savoir qui serait le cousin préféré du bébé. Un dimanche après-midi, Éléonore et moi installions la chambre de bébé, peignant les murs d'un vert sauge doux, arrangeant des meubles minuscules qui semblaient impossiblement petits. « As-tu réfléchi à des prénoms » a demandé Éléonore, tenant 2 mobiles différents. « Émilie » ai-je dit. « Si c'est une fille, Émilie Grace-Morel. » Les yeux d'Éléonore se sont embués. « C'est magnifique. La partie Morel n'est pas négociable. » J'ai souri. « Je veux qu'elle porte le nom de la famille qui a choisi sa mère. » Éléonore a posé le mobile et m'a serré dans ses bras. « Tu sais, » a-t-elle dit, « quand je t'ai vue assise seule dans ce restaurant, je n'avais aucune idée que nous finirions ici. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin de gentillesse. Tu m'as sauvé la vie ce soir-là. » Non, chérie. Elle s'est reculée, tenant mes épaules. Tu t'es sauvé toi-même. Nous t'avons juste montré que c'était possible. J'ai regardé autour de la chambre de bébé, le berceau que nous avions choisi ensemble, le fauteuil à bascule que Richard avait construit à la main, la vie que j'avais créée avec des gens qui m'aimaient inconditionnellement. J'avais enfin tout ce que j'avais toujours voulu. J'étais chez moi. 5 ans jour pour jour après m'être assise seule à la brasserie Saint-Germain, j'étais assise en bout d'une table très différente. La maison des Morel était un chaos, le meilleur genre. Émilie, maintenant âgée de 6 mois, passait de genou en genou comme un minuscule trésor baveux. Les enfants de Daniel jouaient à un jeu de cartes compliqué dans le coin. Sarah se disputait avec Marc sur la bonne façon de découper une dinde. Richard volait de la bûche supplémentaire quand il pensait qu'Éléonore ne regardait pas. Elle regardait. Bon, tout le monde. Éléonore a tapé dans ses mains. Avant de manger, nous avons besoin d'un toast. Elle a levé son verre et m'a regardé. Chloé, ferais-tu les honneurs? Je me suis levé, Émilie dans mes bras, et j'ai regardé autour de la table la famille que j'avais trouvée, la famille qui m'avait trouvé. Il y a 5 ans ce soir, ai-je dit, j'étais assise seule dans un restaurant, me demandant si j'aurais un jour ma place quelque part. Je pensais que j'étais impossible à aimer. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, que j'en faisais trop, que j'étais trop difficile, trop dramatique. J'ai fait une pause, sentant la main de Marc presser mon genou sous la table. Puis une étrangère nommée Éléonore Morel est venue à ma table et a dit, personne ne devrait manger seul ce jour-là. Et tout a changé. Richard a essuyé ses yeux. Éléonore pleurait déjà. Alors voici mon toast. J'ai levé mon verre. À la famille. Pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous construisons. Celle que nous choisissons. Celle qui nous choisit en retour. À la famille, on répétait tout le monde. Les verres ont teinté. Émilie a gazouillé. Richard a finalement eu sa part de bûche supplémentaire. Et j'ai regardé autour de moi ces gens, mes gens, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais passé toute mon enfance à poursuivre. J'avais ma place, complètement, inconditionnellement. Pour la première fois de ma vie, j'étais chez moi. Après le dîner, Marc et moi nous sommes assis sur le porche arrière avec Émilie endormie entre nous dans son porte-bébé. L'air de novembre était froid, mais nous étions emmitouflés dans des couvertures, regardant les étoiles émerger une à une. « Est-ce que tu penses parfois à eux ?» a demandé Marc doucement. « Tes parents bio ?» J'ai considéré la question. « Parfois, ai-je admis, au milieu de la nuit surtout. Je me demande comment ils vont. S'ils ont changé, s'ils ont jamais vraiment compris ce qu'ils ont perdu. Penses-tu qu'ils ont changé ?» J'ai secoué la tête lentement. Les gens changent rarement. Pas dans les domaines qui comptent. Est-ce que ça te rend triste? J'ai regardé Émilie, son minuscule poing fermé près de sa joue, sa bouche en bouton de rose parfaite, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque souffle paisible. Avant, oui, ai-je dit. Mais plus maintenant. J'ai passé tant d'années à être triste à propos d'une famille qui ne voulait pas de moi. Je n'ai plus de place pour ça.
Ma vie est trop pleine. Marc a passé son bras autour de moi. Qu'est-ce qui a changé? Moi. Je me suis appuyé contre lui. J'ai arrêté d'attendre qu'il m'aime de la façon dont j'avais besoin. J'ai arrêté de me réduire pour correspondre à leur version de qui je devrais être. Et j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau. Par la fenêtre, je pouvais voir la famille Morel, ma famille, rire et parler, débarrasser les assiettes et emballer les restes. Fixer des limites n'est pas une vengeance, ai-je dit doucement. C'est de la survie. C'est se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. Marc a embrassé mon front. Je suis heureux que tu aies survécu. Moi aussi. Émilie a remué, faisant de doux bruits de bébé. Je l'ai prise et je l'ai tenue contre moi. Je ne te ferai jamais mériter mon amour, lui ai-je chuchoté. Je te promets que tu n'auras jamais à te demander si tu es désiré. Tu le sauras toujours. Elle a bâillé et s'est rendormie. Si vous regardez ceci et que vous avez été le bouc émissaire de votre famille, si on vous a dit que vous en faites trop ou que vous êtes trop sensible ou que vous causez toujours des drames simplement parce que vous avez osé demander à être traité équitablement. Je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. Vous méritez d'être choisi, pas comme une roue de secours, pas comme un dernier recours, pas comme le sacrifice acceptable quand le confort de quelqu'un d'autre est en jeu. Choisi en premier, choisi pleinement, choisi sans condition. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce n'est pas l'obligation. La famille, ce ne sont pas des gens qui partagent votre ADN mais vous traitent comme un fardeau. La famille, ce sont les gens qui sont présents, les gens qui vous voient pleurer seul à une table de restaurant et vous invitent à vous joindre à eux. Les gens qui ouvrent leur dîner du dimanche et leur cœur et leurs documents légaux pour vous faire officiellement, définitivement, indéniablement leur. J'ai passé 27 ans à essayer de gagner l'amour de gens qui n'allaient jamais le donner. Et puis j'ai passé 5 ans à apprendre à quoi ressemble réellement l'amour. Pas de la part de la famille dans laquelle je suis né, mais de la famille qui m'a choisi. Si les gens qui sont censés vous aimer ne peuvent pas faire ça, s'ils ont prouvé encore et encore que vous passerez toujours en dernier, vous avez le droit de construire votre propre famille. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit d'être heureux. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas du drame. C'est juste vivre votre vie sans des gens qui ne méritent pas un siège à votre table. J'ai trouvé mes gens et j'espère de tout mon cœur que vous trouverez les vôtres aussi. Vous le méritez. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Si mon histoire vous a touché d'une quelconque manière, s'il vous plaît prenez un moment pour liker, vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification. Cela aide vraiment plus de gens à trouver ces histoires. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec votre propre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez la description. J'y ai mis des liens vers certaines de mes préférées. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que vous méritez d'être choisi.